Quand Dominique m'a très gentiment invité à participer à ce banquet de printemps, il m'a demandé, puisqu'il sait que je traduis de l'anglais, d'amener avec moi un de mes auteurs anglais, un des auteurs anglais que je traduisais. Et puis j'ai repensé à une phrase que Marina Tsvetaeva, une poétesse que j'adore, une poétesse russe, avait prononcée. C'était à Paris dans les années 30 et il y avait une sorte de colloque, conférence, rencontre autour des écrivains contemporains. Et puis elle y va, passionnément. Et puis elle dit, je ne comprends pas, personne ne parle de Proust. Et on lui dit, mais enfin, Madame, Proust est mort. Il était mort en 22, quelques années plus tôt. Elle dit, ah ben voilà, alors parce qu'on est mort, on ne peut pas participer à un colloque. On ne peut pas, alors être contemporain, être un écrivain moderne, c'est quand on peut venir sur ses deux pattes. Alors si c'est ça, si c'est des trucs d'athlète, hein, être un écrivain contemporain, moi ça m'intéresse pas, moi je rentre chez moi. Alors j'ai repensé à ça et je me suis dit que, comme Tsvetaeva, j'allais servir de patte, de jambes, à Virginia Woolf, qui aurait sûrement été très contente de venir ici, si elle l'avait pu. Il y avait tout ce qu'elle aime, la nature, une rivière, et des lecteurs, surtout des lecteurs. Donc j'ai choisi d'amener Virginia Woolf avec moi, aussi parce qu'elle fait partie, avec Joyce pour l'Angleterre et avec Proust, si on élargit à la France, des personnes, des écrivains qui ont formé ce qu'on peut appeler la littérature moderne, même si elle est beaucoup moins moderne maintenant qu'elle ne l'était au temps où elle a été inventée. Et c'est assez frappant. Alors, je voulais, pour commencer, vous lire un extrait d'une conférence qu'elle a prononcée en 1940, c'était à Brighton. Et il faut savoir que Virginia Woolf, outre son œuvre de romancière, de poète, était aussi une essayiste et une remarquable penseuse de la littérature. Et pas seulement de la littérature, mais aussi de l'histoire littéraire. Et ce qu'elle a à nous dire sur la naissance de la modernité, qu'elle place dans les années 10, est particulièrement intéressant et éclairant et permet de comprendre pas mal de choses. Donc je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle La Tour penchée. J'expliquerai après pourquoi il s'appelle comme ça, ce titre un peu bizarre, et qui est le dernier article publié dans un livre magnifique qui s'appelle L'art du roman, et qui est un livre dont on ne peut pas se passer, à mon avis, si on veut comprendre quelque chose à ce qui s'est passé, justement. Alors je vous lis. Ça va durer 5 minutes, je vous préviens, parce que parfois ça fait peur, les lectures. En 1815, les Anglais étaient en guerre comme ils le sont aujourd'hui. Je vous rappelle que la conférence a lieu en 1940. Et il est naturel de se demander comment leur guerre, les guerres napoléoniennes, les affectaient. Est-ce là une des influences qui les amenèrent à former des groupes? La réponse est très étrange. Les guerres napoléoniennes n'affectèrent pas du tout la grande majorité des écrivains. On peut en trouver la preuve dans l'œuvre de deux grands romanciers, Jane Austen et Walter Scott. Tous deux ont vécu durant les guerres napoléoniennes, tous deux ont écrit durant ces guerres, mais bien que les romanciers vivent très près de leur temps, ni l'un ni l'autre, dans aucun de leurs romans, ne mentionne les guerres napoléoniennes. C'est donc que leur modèle, leur vision de la vie humaine ne fut ni troublée, ni agitée, ni changée par la guerre. Et eux-mêmes ne le furent pas. Il est facile de voir pourquoi. Les guerres alors étaient lointaines. Les guerres étaient faites par les soldats et les marins, non par le simple citoyen. La rumeur des batailles mettait longtemps à atteindre l'Angleterre. C'était seulement quand le tintamarre de la malle-poste ornée de lauriers retentissait sur les routes campagnardes que des villages comme Brighton, la conférence a lieu à Brighton, apprenaient qu'une victoire avait été remportée et allumaient des chandelles qu'on collait dans les fenêtres. Comparé avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons le canon de la Manche, nous ouvrons la radio, nous entendons un aviateur nous raconter que cet après-midi même, il a abattu un avion ennemi, son appareil a lui a pris feu, il a plongé dans la mer, la lumière est devenue verte puis noire, il est remonté à la surface et il a été sauvé par un chalutier. Scott n'a jamais vu les marins se noyer à Trafalgar. Jane Austen n'a jamais entendu le canon rugir à Waterloo. Ni l'un ni l'autre n'ont entendu la voix de Napoléon, comme nous entendons la voix de Hitler le soir chez nous.
Alors ça, c'est la première partie du texte que je voulais vous lire. Ce qui m'a frappé, moi, en lisant ce passage, c'était le rapprochement qu'on peut faire avec... c'est le début de la modernité, au sens où ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est les premiers moments où les civils sont affectés par les guerres et où aussi les citoyens d'un lieu sont affectés dans leur maison par ce qui arrive au loin. C'est-à-dire que, et c'est assez intéressant, autour du thème de l'île qui n'est pas une île, c'est-à-dire que l'individu, et ça, Jean-Michel en a parlé en ouverture, Jean-Michel Ganteau, c'est-à-dire que l'humain qu'on peut considérer comme une île n'est encore moins que jamais une île avec la modernité, puisqu'il est sans cesse envahi par l'extérieur. Alors, ça peut être positif, être ouvert à l'extérieur, et puis ça peut être une menace, comme ça l'est ici, c'est-à-dire la guerre est dans les foyers. On entend la voix de Hitler à la radio. De la même manière que maintenant, ça s'est encore exacerbé, puisqu'on voit, et je crois que c'est un mal moderne d'une grande violence et contre lequel nous n'avons absolument aucune défense. Ça fait pourtant un siècle que ça dure, puisque ça a été écrit dans les années, au début du XXe siècle, et on est au début du XXIe siècle. Ça fait un siècle que ça dure, et on ne s'est toujours pas habitué, et je ne sais pas si on s'y habituera un jour, au fait que des choses qui arrivent très loin arrivent en fait chez nous, et pratiquement en direct. C'est-à-dire que le plus frappant de ce point de vue-là, qui a été, j'espère, l'apogée, mais tout peut être toujours dépassé alors qu'on croit qu'on a atteint le pire, qui était le 11 septembre 2001, où on voyait en direct des gens mourir, sauter par des fenêtres, etc. Ça que décrit Virginia Woolf est le début de quelque chose qui s'est répété et qui ne va pas aller en se taisant. C'est-à-dire qu'on est envahi par le bruit et la fureur mondiale. Donc elle décrit un état du monde qui est déjà l'état du monde moderne. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, je continue. Elle dit « Cette immunité dura pendant tout le XIXe siècle, bien entendu. Nous pouvons donc dire que la guerre, en général, n'affectait ni l'écrivain du XIXe siècle, ni sa vision de la vie humaine. Mais la paix, voyons l'influence de la paix. Les écrivains du XIXe siècle furent-ils affectés par l'état d'équilibre de paix et de prospérité de l'Angleterre? Rassemblons quelques faits avant de nous lancer dans les délices et les dangers de la théorie. Nous tenons pour un fait certain, d'après leur vie, qu'ils furent tous des gens assez aisés de la classe moyenne. La plupart d'entre eux ont étudié à Oxford ou à Cambridge. Certains furent des fonctionnaires comme Trollope et Matthew Arnold. D'autres, comme Ruskin, des professeurs. C'est un fait que leurs œuvres leur rapportèrent une fortune considérable. Non seulement ils ont laissé de vastes demeures, mais ils ont aussi laissé une masse énorme de littérature. Poèmes, pièces de théâtre, romans, essais, histoires critiques. Ce fut un siècle très prolifique, très créateur, très riche, le XIXe siècle. À présent, demandons-nous, y a-t-il un rapport entre cette prospérité matérielle et cette fécondité intellectuelle? L'une mènerait-elle à l'autre? Comme c'est difficile à dire. Nous savons si peu de choses sur les écrivains, sur les conditions qui les aident, celles qui les entravent. Ce n'est qu'une hypothèse, et une hypothèse à peine dégrossie. Mais je pense qu'il y a un rapport. Alors elle développe ensuite sur l'état du monde au XIXe siècle. Et c'est pour ça, j'en viens au titre, cet article, cette conférence qu'elle a prononcée en 1940 s'appelle « La tour penchée ». C'est une métaphore qu'elle utilise. Elle dit, au XIXe siècle... Et là, elle pense à ses pairs de littérature, c'est-à-dire Dickens, c'est-à-dire Thackeray. Il y avait une tour, elle s'imagine l'écrivain assis bien confortablement au sommet d'une tour. La tour est bien droite, érigée vers le ciel. Et puis il regarde vers le bas. Et vers le bas, il y a quoi? Il y a les classes sociales anglaises bien délimitées, l'aristocratie, et puis la bourgeoisie, la classe moyenne, et puis surtout les pauvres, là, il y en a plein. Bon, il regarde ça, il prend tout son temps, il n'est pas dérangé, les guerres sont lointaines, la prospérité est réelle, et il peut décrire. Il décrit ce qu'il voit. Donc ça, c'est l'écrivain au XIXe siècle. Et ce qu'elle explique, c'est que le début du XXe siècle marque une rupture. Pour l'écrivain du XIXe siècle, la vie devait avoir l'aspect d'un paysage découpé en champs séparés. Dans chaque champ, un certain groupe de gens. Chaque groupe avait dans une certaine mesure ses traditions, ses mœurs, son langage, son costume, ses occupations propres.
Mais grâce à cette paix, à cette prospérité, chaque groupe se trouvait entravé, stationnaire, des troupeaux paissant chacun entre ses haies. Et l'écrivain du XIXe siècle ne cherchait pas à supprimer ces séparations, il les acceptait. Il les acceptait si totalement qu'il n'en avait plus conscience. Cela peut-il servir à expliquer pourquoi ces écrivains sont capables de créer tant de personnages qui ne sont pas des types, mais des individus? Est-ce parce qu'ils ne voyaient pas les haies qui séparaient les classes, qu'ils voyaient seulement les êtres humains qui vivaient entre les haies? Est-ce pour cela qu'ils pouvaient pénétrer au-dessous de la surface et créer des personnages à multiples faces qui changent avec les années, comme changent les vivants? Pour nous, aujourd'hui, les haies sont visibles. Aujourd'hui, nous pouvons voir que chacun de ces écrivains n'avait affaire qu'à une très petite portion de la vie humaine. Tous les personnages de Thackeray sont des gens de la grande bourgeoisie. Tous les personnages de Dickens sortent de la classe moyenne ou du peuple. Nous pouvons voir cela maintenant. Mais l'écrivain lui-même n'a pas conscience qu'il n'a affaire qu'à un seul type de gens, au type formé par la classe dans laquelle lui-même est né et qu'il connaît le mieux. Cette inconscience était pour lui un énorme avantage. Donc là, ce qu'elle met en place, c'est l'idée que, avec la révolution industrielle, avec la guerre, avec la révolution sociale qu'entraîne la Première Guerre mondiale, il y a des haies qui sont abattus. Donc ces îlots, puisqu'on parle d'îles et on a plaisir à parler d'îles ces jours-ci, ces îlots ne sont plus si insulaires que ça, ils s'interpénètrent, il y a des passages possibles, et surtout, et elle, Virginia Woolf, un très grand espoir. Elle a à la fois peur de ces années qui sont extrêmement sombres, et en même temps, elle est porteuse d'espoir parce qu'elle, socialiste depuis toujours, elle espère dans l'abattement, dans la fin de ces haies. Et ce qui est assez beau à voir, c'est qu'elle est persuadée, elle meurt en 1941, elle est persuadée que ça va avoir lieu, que cette révolution sociale est imminente, qu'elle va avoir lieu. Elle dit à un moment, en parlant de l'Angleterre et de son système école publique, école privée, avec cette merveilleuse hypocrisie anglaise dans laquelle ce qui s'appelle public school, donc école publique, est en fait ce qui désigne l'école privée. Donc allez comprendre. Mais bon. Et donc elle dit à un moment dans une conférence, un pays qui a 2 systèmes scolaires ne mérite même pas d'avoir une littérature. Donc elle est vraiment assez radicale et elle espère, et elle en est vraiment convaincue que ça a très peu de temps à vivre, cette histoire de double système. Elle pense aussi que les classes sociales, c'est les derniers moments de la séparation des classes sociales en Angleterre. Bon, je veux dire, heureusement qu'elle est morte, hein, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle penserait de l'état actuel de l'Angleterre, dans lequel ces systèmes sont merveilleusement pérennes. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle met en place dans cet article, en parlant des écrivains de la tour penchée, ce qu'elle décrit, ceux qu'elle désigne par ce terme, les écrivains de la tour penchée, ce sont les écrivains géorgiens, donc ses contemporains, qui sont géorgiens, c'est le règne du roi George, qui commence dans l'année 1910. Avant, on a eu les victoriens, on a eu les édouardiens, et puis là, c'est les géorgiens, c'est les modernes. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette fameuse année 1910? Il y a la guerre, bien sûr, juste après, qui va tout changer, mais il y a aussi cette année qui est une année charnière. Alors, c'est une année charnière, c'est une année charnière parce que la royauté change, et puis, c'est une année charnière parce que, pour elle en tout cas, c'est la date à laquelle a lieu la première exposition des post-impressionnistes organisée par Roger Fry aux Grafton Galleries à Londres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Il y a Cézanne, il y a Van Gogh, et il y a des gens qui tombent dans les pommes. Alors, tout Londres est là, et il faut que vous imaginiez que c'est un événement auxquels les gens participent avec leurs tripes. C'est-à-dire qu'il y a des crises de fou rire, on a des récits de ce qui se passait par des journalistes, et donc il y a des gens qui ont des fous rires tels, qui tombent par terre, il faut appeler les pompiers, ils ont des apoplexies, il y a des femmes qui s'évanouissent. C'est dire à quel point le rapport à l'art était quand même important. Enfin, j'imagine pas aujourd'hui on voit absolument tout, des bébés éventrés, placardés à des murs, j'en fais oui, c'est très bien, beaucoup. Bon, ben là, ils voyaient un Van Gogh et ils étaient à transporter à l'hôpital. Donc, voilà, ça en dit long. Alors, ça, outre que ça crée une espèce de branle-bas de combat dans Londres, tous les dîners ne parlent de bruit que de ça. Oh là là, t'as vu l'exposition? Bah oui, bah, tu parles, je suis sortie au bout de 5 minutes. Alors, bon, il y a un danger, etc.
Mais pour Virginia Woolf, qui est une très proche amie de Roger Fry, l'organisateur de cette exposition, c'est un choc dont elle ne se remet pas. Mais c'est un choc... Virginia Woolf a toujours écrit à partir de chocs. Elle en parle dans Instant de vie. C'est les chocs qui la font écrire. Et quand elle dit choc, il y a à la fois la sidération première du choc, et puis il y a l'onde de choc, qui est... Les chocs sont ni positifs ni négatifs. C'est juste un événement, un séisme qui déclenche quelque chose. Alors on va voir de quel ordre était le choc qu'elle a vécu à ce moment-là. Je note aussi que 1910, c'est l'année où Marcel Proust commence à la recherche du temps perdu. Et je le note pas juste parce que tout à coup je suis devenue bonne en histoire, parce que je suis toujours mauvaise en histoire, mais parce que y a des liens et des ponts entre ces deux auteurs, et que approcher l'un peut permettre de mieux comprendre l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe en 1910 quand Virginia Woolf assiste à l'exposition des postmodernistes? Je prends mon cahier, pas du tout pour voir mon cahier où il y a beaucoup de choses écrites, comme vous le voyez. Donc oui, non, c'était juste parce que je me disais, j'oubliais de dire quelque chose de très important, qui était qu'à l'époque, en 1910, Virginia Woolf a 28 ans, elle n'a encore rien publié, elle a beaucoup écrit, mais rien publié. Donc pourquoi je me disais, j'oublie quelque chose qui est important? C'est parce que cette exposition va en fait va être fondatrice pour son art. Virginia Woolf est enfant grandit dans une grande fratrie, une famille recomposée. Elle a une mère qui a eu un très 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 grand amour, dont elle a eu 2 enfants. Ce grand amour est mort et elle en a porté le deuil tout le reste de sa vie. Elle s'est ensuite, en seconde noces, elle a épousé le père, celui qui est devenu le père de Virginia Woolf, et ils ont eu encore 3 enfants ensemble, ou 4, je ne sais plus. Pas très forte avec les chiffres. Mais en tout cas, elle grandit aux côtés en particulier de sa sœur Vanessa, qu'on connaît sous le Vanessa Bell, puisqu'elle s'est mariée avec Clive Bell quand elle est devenue une grande fille. Vanessa est peintre. Donc il y a les 2 sœurs, il faut bien se les représenter, toute leur enfance, leur adolescence, il y en a une qui peint, l'autre qui écrit. Donc comme souvent dans l'histoire de sœurs, il y a qu'est-ce qu'elle fait pendant que je fais, etc. Il y a une rivalité, un regard porté sur l'autre, etc. Donc quand Virginia voit cette exposition, elle se dit, le choc auquel elle est soumise, c'est une sorte de moment où elle a l'impression pour la première fois qu'elle est dans le mauvais camp, au sens dans le camp des mots. Elle se dit, ah, ma sœur a choisi le bon camp. Le camp de l'art visuel, de la peinture, parce que en peinture, il est possible de faire ce que font ces cinglés, c'est-à-dire de défigurer. On arrête la figure, on arrête la stricte copie du réel, on fait éclater la forme, et on fait aussi éclater d'une certaine façon l'atome. L'atome, qu'est-ce qui est, on va dire jusqu'à cette époque-là, on représente ce qu'on voit, on voit un visage, on reconnaît le visage sur la peinture, on voit un paysage, on reconnaît, l'idée c'est de reproduire la nature. Et puis là c'est autre chose. Ça devient complètement autre chose, c'est reproduire la lumière, c'est produire un frisson, c'est le début de l'abstraction, c'est les premiers pas vers l'abstraction, et ça, elle le voit tout de suite. Et là, elle se dit, elle est complètement consciente que c'est une révolution majeure, et elle se dit, j'ai choisi le mauvais camp, en littérature, ça ne va pas être possible. Parce qu'en littérature, pourquoi est-ce qu'on est très embêté? C'est parce que la littérature utilise, à l'inverse de la peinture, utilise des mots. Dès que vous dites un mot, c'est foutu. Je vous dis lunettes, vous voyez ça dans votre tête. C'est impossible que je vous dise... Alors, certaines personnes peuvent voir un beignet, parce qu'il y a certains beignets qui s'appellent... Si on est très gourmand, on peut voir un beignet, parce qu'il y a certains beignets qui sont en forme de lunettes. Mais c'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, je vous dis arbre, et... J'ai à peine prononcé le mot arbre que déjà un arbre a poussé dans votre tête. Alors, c'est pas le même dans ma tête, c'est pas le même dans votre tête, mais il y a un arbre, ça y est. On est foutu, on est dans la figuration. Donc là, elle se dit, elle, qui a une envie de changer le monde, qui est une révolutionnaire à sa manière, qui vient d'un foyer extrêmement
conservateur, extrêmement avec des vues très étroites sur l'éducation, en particulier l'éducation des jeunes filles. On ne va pas à l'université, on ne va pas à l'école, tout ça c'est très très mal, etc. On ne lit pas tous les livres, oulala, attention. Il faut savoir qu'à cette époque-là, et jusqu'à d'ailleurs sa mort, Virginia Woolf n'avait pas le droit d'aller à la bibliothèque, à la Bibliothèque nationale à Londres. L'endroit était interdit aux femmes. Donc il faut bien se remettre ça en mémoire. Elle a envie de faire tout exploser. Elle le fait dans sa vie, elle vit en communauté avec des tas de gens fantaisistes qui ont des mœurs complètement hippies avant l'heure. Donc ça c'est fait, c'est bon, la révolution des mœurs est faite, mais à présent il va falloir mener la révolution littéraire. Alors comment on fait? Comment on fait quand on a un mot, quand on n'a que les mots, et que les mots c'est forcément des choses? On va voir. Alors, c'est pas dans ce livre-là. C'est dans un autre. Si je retrouve quelque chose avec tous ces petits papiers, c'est que vraiment... Alors... Voilà. Comment on fait quand on veut faire de l'abstrait? Alors, je vais principalement aujourd'hui, pour ce qui est du roman, travailler sur Mrs. Dalloway. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi Mrs. Dalloway, c'est d'abord parce que moi, je pars toujours du principe que les gens à qui je m'adresse connaissent pas ce dont je vais parler. Donc, je me dis, commençons par un roman très connu, très très agréable à lire. Et puis il y a parfois des gens qui ont vu le film, ça aide aussi, puisqu'il y a eu un drôle de bizarre film adapté à partir de ce roman. Et puis aussi parce que c'est un roman qui permet de faire pas mal de ponts avec la recherche du temps perdu. Et alors parfois on n'a pas lu Woolf, mais on a lu Proust, donc ça peut aider. C'est d'ailleurs assez joli quand Proust écrit la recherche. Alors, il faut savoir que Virginia Woolf est une immense lectrice. Elle lit du matin au soir et elle est une telle lectrice qu'elle apprend les langues étrangères dans le but de pouvoir lire les auteurs qu'elle aime dans leur langue d'origine. Donc, elle a appris le russe, elle a appris le latin, elle a appris l'italien, elle apprend le français. Donc, elle se lève très tôt et puis elle apprend des langues avant de se mettre à lire. Et au moment où la recherche paraît, elle est en plus éditrice, donc il y a beaucoup de manuscrits qui lui parviennent. Le moment où la recherche paraît, la plupart de ses amis, comme dans une conspiration tacite, se disent il ne faut surtout pas qu'elle lise Proust. Si elle lit Proust, elle va en crever. C'est pas possible. Il faut surtout qu'on fasse un écran, qu'on s'arrange pour que ce livre ne tombe jamais entre ses mains. Parce qu'ils se disent que Proust mène une recherche qui est tellement semblable, tellement proche de la sienne, et qu'il l'a si magistralement réussi, qu'elle va en mourir en le voyant. Alors c'est pas du tout ce qui se passe. Elle lit Proust, et c'est le contraire. C'est-à-dire qu'elle a un mouvement de « Ah, enfin un frère. Voilà quelqu'un, un compagnon, à qui je vais pouvoir tenir la main pour continuer à aller dans ce combat vers la modernité. Comment on va faire pour traverser cet océan inconnu. » Et donc elle lit Proust, et c'est très très touchant dans son journal, qui est une œuvre magistrale et très très drôle, très très vivante. Il y a sans arrêt des moments où elle dit « Là, je me sens pas très bien. Je vais aller lire un peu de Proust et ça ira mieux. » C'est vraiment c'est Doliprane, quoi. Et c'est très touchant parce que ça manifeste quand même une curiosité d'un écrivain pour un autre. Et une ouverture, là, pour le coup, et le contraire du repli, de l'insularité, du « pour moi, il n'y a que moi, et surtout personne ne doit me déranger dans ma quête, et surtout, il ne faut pas que les autres trouvent avant. » On est dans le contraire de ça. Alors, le passage que je veux vous lire, il est au début de Mrs. Dalloway. Mais d'abord, je voulais lire la première phrase, parce que... Alors, Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même. Point à la ligne. Et moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai tout de suite pensé à « Longtemps, je me suis couchée de bonne heure ». Et je ne sais pas si il y a
La mélodie. Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Pourquoi, dans ma tête, ces deux phrases-là sont comme la traduction l'une de l'autre? C'est presque si moi j'avais traduit Mrs. Dalloway en français, j'aurais peut-être commencé le livre par longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Non, j'exagère. Hein. Sinon, personne va lire mes traductions de Virginia Woolf si je dis ça. Mais pour moi, les deux phrases sont comme se répondent l'une à l'autre dans un système de miroir, parce qu'on a, dans ce longtemps je me suis couchée de bonne heure, on a l'idée que, et maintenant, c'est plus le cas. Et quand on sait que Marcel Proust écrivait la nuit, on se dit effectivement qu'il y a dans cette phrase la grande conscience d'un avant et d'un après. Il y a ce les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Les autres, par exemple, ma mère se couchait plus tard, et c'était pas très rigolo. Donc il y a moi avant, moi maintenant, pas la même personne, moi, et puis les autres différents, les autres loin. Et dans la première phrase de Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même. On a habituellement, c'est pas ce qui se passe. Habituellement, quelqu'un achète les fleurs pour Mrs. Dalloway. Donc là, c'est une journée différente. C'est l'avant, c'est l'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi soudain, c'est elle qui va le faire? Donc il y a cette ouverture dans le roman où on se dit, on va assister à quelque chose, et il se trouve que tous les deux romans sont des méditations. Alors quand je dis roman, je parle de la recherche, les 18 000 pages, hein. Mais ça n'a aucune importance. C'est comme si c'était un livre, il est très gros, c'est tout. Donc dans la recherche, dans ce roman à la recherche du temps perdu, il est question du temps. Alors on a toute une vie. Et puis dans Mrs. Dalloway, il est question du temps, mais c'est une journée. Mais c'est le même livre. C'est le même livre, un très 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 gros et un petit. Et je trouve ça en plus assez troublant, parce que à la toute fin de Mrs. Dalloway, on est complètement c'est pas là-dedans, c'est là-dedans, Mrs. Dalloway. On est complètement dans le temps retrouvé. Et c'est ah ben non, c'est dans celui-là. Et alors. À la toute fin, dans Mrs. Dalloway, on a Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway, qui elle dit qu'elle a acheté les fleurs elle-même. Elle va acheter les fleurs pourquoi? Elle prépare une réception. Il va y avoir un grand dîner chez elle ce soir-là. Et puis, cette journée-là va aussi être marquée par le fait que Peter Walsh, qui est son amour de jeunesse, est de passage à Londres. Il était loin pendant des années, et il revient, et ils vont se revoir. Et puis, comme si à l'intérieur de cette journée de Clarissa Dalloway, il y avait une autre journée qui poussait pour exister, il y a la journée de Septimus Smith, qui est un gars qui est allé à la guerre, et puis qui est revenu avec la tête un peu à l'envers, qui va très mal, qu'elle ne rencontre pas dans le roman, mais que nous, lecteurs, nous rencontrons. On passe sans arrêt de la journée de Clarissa à la journée de Septimus. Septimus, qui est un ancien soldat, c'est encore la présence de la Première Guerre mondiale, qui est tous les romans de Virginia Woolf sont traversés par la tragédie de cette guerre-là. Et donc, elle va retrouver son amour. Voilà, il va y avoir Septimus, et puis y avoir Peter Walsh. Et à la fin du roman, elle dit « Emmenez-moi avec vous », pensa Clarissa instinctivement, comme s'il partait aussitôt pour quelque grand voyage. Et l'instant d'après, ce fut comme si l'on venait de jouer les 5 actes d'une pièce très passionnante et émouvante qui avait duré sa vie entière, comme si elle s'était sauvée, avait vécu avec Peter et que tout était fini maintenant. Donc quand le livre se termine, on a l'impression qu'une vie entière a été vécue, même s'il n'est question que d'une journée. Et dans le début, ça c'est la fin du livre, mais dans le tout début, on a ce même phénomène de temps retrouvé, qui est les retrouvailles entre Clarissa et Peter. Alors, Peter... « Et comment allez-vous » dit Peter Walsh, qui tremblait littéralement, lui prenant les mains, les couvrant de baisers. « Elle a vieilli » pensa-t-il en s'asseyant. « Je ne lui en dirai rien, car elle a vieilli. »
Elle me regarde, pensa-t-il, soudain embarrassé, alors qu'il lui avait pourtant baisé les mains. Mettant la main à sa poche, il en tira un grand canif dont il entr'ouvrit la lame. Exactement le même, pensa Clarissa. Le même air bizarre, le même costume à carreaux. Son visage a un peu perdu de sa symétrie, un peu plus mince, un peu plus sec peut-être, mais il a l'air de se porter admirablement. Il n'a pas changé. Donc, c'est exactement ce même mouvement qu'on trouve à la fin du temps retrouvé, où on a l'impression qu'on n'a pas bougé, mais tous les personnages reviennent et puis ils ont cet air, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, là, on sent que la mort est juste derrière, juste la page d'après. Tout ça pour revenir à cette histoire d'abstraction. Comment on fait? Avec ce petit détour, par la recherche du temps perdu. Donc là, je vais vous lire un passage et ensuite, j'appellerai Baptiste pour lire une nouvelle, ou un texte dont je parlerai juste un peu après. Donc là, c'est le tout début du roman. Clarissa Dalloway a dit qu'elle allait acheter les fleurs elle-même. Et on a un portrait d'elle. Alors, où est-ce que je vais le commencer pour pas que ce soit trop long? Elle parle d'elle, elle dort mal la nuit, comme quelqu'un que je connais. Alors, ah oui, et puis c'est très... Oui, alors voilà, dans son portrait, elle parle de ce qu'elle croit être de la froideur chez elle. Elle dit qu'elle avait déçu son mari. Alors qu'elle avait été délicieuse dans sa jeunesse, il était arrivé un moment, par exemple une fois sur la rivière après le bois à Clifton, où soudain, par quelques sursauts de sa froideur, elle l'avait déçu, son mari. Et une autre fois à Constantinople, et tant d'autres fois encore, elle voyait bien ce dont elle était dépourvue. Ce n'était pas la beauté, ce n'était pas l'intelligence, mais une chose centrale qui irradiait, quelque chose de chaud qui venait percer à la surface et faisait frissonner le froid contact entre hommes et femmes, ou entre femmes et femmes. Cela encore, elle pouvait vaguement le concevoir, elle en était contrariée, avait des scrupules, ramassée Dieu sait où, envoyée, lui semblait-il, par la nature, qui est d'une immuable sagesse, et pourtant elle ne pouvait résister parfois au charme d'une femme. Pas d'une jeune fille, mais, comme c'est souvent le cas, d'une femme faisant l'aveu de quelques petits embarras, de quelques sottises, et que ce soit par pitié ou bien à cause de leur beauté, parce qu'elle était plus âgée ou pour une circonstance fortuite, un effluve de parfum ou un violon dans la pièce à côté, si étrange est le pouvoir des sons parfois, elle ressentait alors sans aucun doute ce que ressentent les hommes. Un instant seulement. Mais c'était assez. C'était une révélation soudaine, un afflux de sang, comme lorsque l'on rougit et que l'on voudrait s'en empêcher. Et puis, comme la chose s'amplifie, on cède. On se précipite le plus loin qu'on peut. Et là, on vacille et l'on sent le monde se rapprocher, lourd d'une signification étonnante, sous la pression du ravissement qui en fait craquer la fine écorce et jaillit, se déversant dans un immense soulagement sur les crevasses et les plaies. Alors, pendant cet instant, elle avait vu un embrasement, une allumette brûlant dans un crocus. Alors, cette allumette qui brûle dans un crocus, qu'est-ce que c'est? Alors, si j'étais psychanalyste, je vous dirais, l'allumette, symbole phallique, le crocus, un symbole, je ne sais plus comment on dit pour les filles, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, symbole du kiki. Bon, moi, c'est pas du tout ça qui me frappe là-dedans, bien que ce soit présent, mais bon. C'est, quand je vous parlais tout à l'heure d'une tentative d'abstraction, c'est un travail qui est très présent dans cette métaphore pour exprimer quelque chose que vit Clarissa et qui est de l'ordre de l'inédit, qui pour elle est aussi inacceptable. Aimer une femme, enfin être ému par une femme, c'est presque aussi inacceptable que pour les gens qui sont à la Grafton Galleries de voir un Van Gogh. C'est un arbre, ça, je me sens pas bien là. Cette espèce de mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je sens, comment mettre un mot sur ce que je sens qui n'est pas ce que je devrais sentir. Le travail que fait Virginia Woolf à ce moment-là, c'est un travail qui va vers l'abstraction, c'est-à-dire que le moment où elle dit une allumette dans un crocus, une allumette qui brûle dans un crocus, on ne voit pas un crocus, on ne voit pas vraiment une allumette, parce que de toute façon, ces deux mots ne se sont jamais rencontrés avant. Il n'y a aucune occasion dans la vie où vous allez mettre dans la même phrase allumette et crocus. Cherchez, hein, vous ne trouverez pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas la seule fois où elle le fait. Hein. Si j'ai choisi cet exemple, c'est parce qu'il est
le plus joli et le plus facétieux aussi. Mais c'est sans arrêt ça, son écriture. À partir du moment où elle saisit comment elle va faire avec la langue pour casser les choses, c'est comme ça qu'elle fait. Elle dit, faisons se rencontrer les mots pour la première fois. Et quand Allumette rencontre Crocus, c'est comme si Crocus menaçait Allumette, et Allumette menace Crocus. Allumette fait que Crocus n'est plus une fleur. Crocus n'est plus dans un jardin. Crocus, en rencontrant Allumette, fait que l'allumette ne brûle pas. On ne sait pas si elle brûle. Est-ce que c'est un feu chaud? S'il est chaud, non, c'est une fleur, c'est humide. Non, c'est froid. Et ça fait une sorte de... Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait disjoncter la liaison qui est spontanée et naturelle entre le mot et la chose. Comme elle met en présence deux mots qui ont des polarités inverses, ça disjoncte. Vraiment, ça fait des étincelles, tout devient noir, on ne comprend pas ce qui s'est passé, ou plutôt tout s'éclaire et on ne comprend pas plus. Mais il s'est passé quelque chose. On a eu cette émotion. Donc c'est dans cet esprit-là, je crois qu'on peut lire Le temps passe, qui est une forme de méditation sur la lumière et sur l'ombre, qui est comme... alors il faut juste un petit mot avant la lecture de Baptiste. Virginia Woolf était une très grande travailleuse, donc elle lisait sans arrêt, elle écrivait sans arrêt. Et elle se livrait beaucoup à des esquisses, à des défis, à des essais. Et je crois pouvoir dire que Le temps passe est une sorte de... d'esquisse sur l'ombre et la lumière, quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Je vous parle du grand roman Mrs. Dalloway, et là, il faut que vous ayez l'impression qu'on va visiter l'atelier de Virginia Woolf et on tombe sur ce dessin un peu énigmatique. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ah oui, je vous... Tiens, voilà. Devant tout le monde, les gens ne savent pas. Non. C'est foutu. Ah. Il fit plus sombre. Des nuages couvrirent la lune. Aux petites heures du matin, une pluie mince tambourina sur le toit, et la lumière des étoiles et la lumière de la lune et toutes les lumières au ciel et sur la terre fut étouffée. Rien ne pouvait survivre au flot, à l'envahissement, à la cataracte de cette ombre immense qui, rampant par le trou des serrures et les fentes, se glissait autour des persiennes, pénétrait dans les chambres et engloutissait ici un pot et sa cuvette, là un vase de dahlias rouges et jaunes, là encore les arêtes anguleuses et le ventre massif d'une commode. L'ameublement n'était pas seul atteint par cette confusion. Mais presque rien n'était laissé du corps ou de l'esprit par quoi l'on pût dire « c'est lui » ou « c'est elle ». Mais des nombreux corps gisant endormis soit dans les attitudes rigides des vieillards passivement ployés dans les plis de leurs bras, soit dans l'abandon à peine couvert de l'enfance et comme avec un nuage légèrement gonflé sous eux, s'élevaient pour se briser en une écume argentée à la surface des pensées, des rêves, des désirs dont les dormeurs le jour ne savaient rien. Tantôt une main s'élevait comme pour agripper quelque chose, ou peut-être se garder de quelque chose. Tantôt l'angoisse dont il est interdit de soulager en un cri sa poitrine écartait les lèvres d'un dormeur. De temps à autre, quelqu'un riait très fort, comme s'il partageait une plaisanterie avec le néant. Il semblait presque qu'il dût y avoir çà et là des spectres confidents, compagnons qui partagent, qui soulagent, et qui, penchés dans la ruelle, gravement thésaurisaient et engouffraient dans les plis de leurs manteaux, dans leur cœur compatissant, ce qui était murmuré et ce qui était crié,
acceptait et comprenait ces passages de la torture au calme, de la haine à l'indifférence, qui paraissaient et s'effaçaient et paraissaient encore sur les visages des dormeurs. Il semblait au moins que chacun de ceux-ci atteignit et trouva debout au pied de son lit la contrepartie de ses pensées, le compagnon de ses actes, qu'il trouva dans le sommeil une perfection qui lui était refusée pendant le jour, et que vers cela il cria, et qu'à cela il confia, et vers cela rit, ce rire insensé et sauvage qui, éveillé, les eût fait sursauter. À chacun un compagnon, à chaque pensée une réponse et la satisfaction dans cette connaissance. Oui, cela pouvait être. Il pouvait être que, rêvant et dormant, chacun dépouilla le fardeau et le tracas de la chair et quitta la maison et s'avança sur la grève et demanda à la vague et au ciel « Est-ce là tout ? L'ameublement aux arêtes anguleuses et les fleurs ? Est-ce là tout, le jour et notre devoir envers le jour ?» Les vagues qui se brisent semblaient être le geste même de la nuit. Elle secoue la tête et désespérément en laisse tomber la ténèbre, et médite, et gémit, comme pour pleurer le destin qui a noyé la terre, éteint toutes ses lumières, et de tous ses bateaux et ses villes n'a laissé rien. La vague monte et balaie la grève. La nuit pleure l'humaine tristesse. La beauté de la mer console. Ainsi le vent a répondu peut-être aux dormeurs, aux rêveurs, qui s'avançaient sur la grève et demandaient « Pourquoi nous envelopper dans la beauté de la mer ? Pourquoi nous consoler de la lamentation des vagues qui se brisent si en vérité nous ne filons ce vêtement que de terreur, si nous ne tissons cet habit que pour le néant ?» Merci Baptiste. Alors c'est un texte très... Alors Elios, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Mais oui, c'est très émouvant, même pour les chiens, ce texte. Et c'est pas mal d'ailleurs parce que c'est un texte qui, je crois, une des choses qu'il a de choquant au sens woolfien, c'est-à-dire il vous laisse dans une espèce de sidération. On se demande, est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai compris de quoi ça parlait? Est-ce que ça parlait de quelque chose? Il y a comme quelque chose, il y a un mouvement hypnotique, il y a un immense travail sur le mot et son miroitement, mais comme si c'était au mot à mot. Donc quand on arrive au mot d'après, le mot d'avant s'est déjà dissipé. On n'est plus du tout dans une narration où on peut dire, bon bah c'est l'histoire d'un... comme ça, on déroule le tapis. Ça marche pas du tout comme ça. Ça marche par à plat, il faut vraiment se le projeter, le voir comme des grands aplats de couleurs, d'ombres. Et une des choses qui est très étrange dans ce texte, c'est qu'il a un arrière-plan métaphysique qui est mis en lumière par surtout les deux dernières phrases, la question, et puis la question sur ce néant. Cette question sur, mais se peut-il qu'on fasse tout ça, qu'on voit tout ça, que toute cette beauté soit là pour rien, puisqu'on va mourir, donc c'est rien, ça ne servait à rien, pourquoi est-ce qu'on est là? Donc cette question qui est métaphysique, dont on ne sait pas très bien qui la pose, le promeneur, le dormeur, puisqu'on a aussi ces dormeurs, et donc il y a un sous-bassement, une tension comme ça métaphysique, mais là où on attendrait des personnages, parce qu'on attend toujours des personnages dans un récit, parce qu'on est habitué comme ça, parce que c'est ça aussi, le figuratif en littérature, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est le travail du romancier de fabriquer des personnages qui se tiennent debout, qui vous parlent. On a l'impression qu'on est au théâtre, on a l'impression qu'on est au cinéma, on voit des gens. Et puis là, non, il n'y a personne.
Ils sont endormis, ils se taisent, peut-être ils pensent, mais c'est la nature, c'est les éléments qui prennent en charge la narration, si on peut dire. Et alors c'est assez troublant de se rendre compte que ce mouvement-là, qui est un mouvement vers l'abstraction, est complètement parallèle avec un mouvement qui a l'air d'aller dans l'autre sens, le sens inverse, qui est le courant de conscience, puisque on va dire un peu rapidement que Woolf, avec Joyce, avec Proust, il y en a peut-être d'autres dans les coins si on cherche bien, mais on va dire que c'est quand même les trois, vont être les inventeurs de ce qu'on a appelé le courant de conscience. Alors qu'est-ce que c'est le courant de conscience? C'est que jusqu'à présent, on restait à la surface des personnages. C'est-à-dire qu'on disait, on prenait un personnage, on disait voilà ce qu'il fait, on décrivait ses actions, on décrivait ses interactions, on avait ses dialogues, ses paroles, on avait ses drames, etc. Mais on n'avait pas l'espèce de petit charabia intérieur qui est incessant en vérité. C'est-à-dire que vous avez ce que mettent à jour ces auteurs, et je vais parler de Woolf parce que c'est elle que j'ai amenée aujourd'hui. Ce qu'elle met à jour, c'est que Peter Walsh, bonjour Clarissa, et dans sa tête il se dit oh, qu'est-ce qu'elle a changé. C'est aussi simple que ça, le courant de conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du personnage pendant qu'il fait semblant qu'il vit quelque chose. C'est-à-dire que c'est une forme de réalisme, mais qui est un réalisme complètement rêveur, mais qui est plus fort que n'importe quel réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, Virginia Woolf s'interroge sur est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir combien il y a de boutons à la veste du capitaine machin à tel dîner. Elle décrit, c'est quand elle se moque du roman édouardien, où on a Galsworthy ou des gens comme ça qui écrit la saga des Forsyth, où on a tous les détails, la moindre voilette, le moindre petit escarpin qui sort, etc. Et elle s'amuse de ça, elle se demande si on a vraiment est-ce qu'on apprend quoi que ce soit sur quoi que ce soit en comprenant qu'il y a un liseré, mais un double liseré finalement au bord de l'assiette en porcelaine, qui d'ailleurs date de... etc. Et donc, on s'en fiche de ça. Il y a des assiettes, on ne sait même pas qu'il y a des assiettes. Mais on sait que Peter Walsh pense... Elle a vieilli quand même. Donc, et c'est bien que vous riez parce que pour moi, le courant de conscience, c'est complètement le lieu de l'humour. Parce que c'est le double jeu. C'est le jeu des apparences et du double fond. C'est le jeu de la dérision sur le monde, l'autodérision, puisque les personnages pensent aussi des choses d'eux-mêmes et se représentent, sont dans des situations tout à fait... Ils ont l'air très sérieux, etc. Et puis en fait, c'est complètement chaotique à l'intérieur. Donc ce qu'ils inventent, c'est le chaos. Ce qu'ils mettent en scène, c'est ce chaos intérieur. Alors pourquoi je dis qu'on a l'impression que c'est comme deux mouvements qui vont à l'inverse l'un de l'autre? Pour revenir à cet essai qui s'appelle La Tour penchée, qui est dans l'art du roman, Virginia Woolf poursuit sa réflexion en disant que elle essaye de voir ce que ça va donner, ce que vont devenir les écrivains dans la suite de l'histoire littéraire, puisqu'ils sont sur une tour qui penche. Donc ils ne sont pas bien installés, ils sont un peu bancal comme ça peut tomber d'un instant à l'autre, donc ils ne sont pas du tout dans un confort ni matériel, ni psychique. Et en plus, en bas, alors qu'avant il y avait des petits champs bien séparés, des îlots, là tout s'est un peu mélangé. Donc on ne sait plus très bien qui est qui, où est quoi. Alors de quoi on parle? Et elle décrit à ce moment-là une sorte de mouvement de panique de l'écrivain qui, ne voyant pas où regarder, se regarde et se dit bon ça au moins je peux le décrire, je peux au moins regarder, voilà, il y a ma main, okay, il y a mon corps, il y a moi, je vais être moi-même le sujet et l'objet de ma recherche. Je pense à Proust bien sûr quand je dis le sujet et l'objet de ma recherche, mais bien sûr aussi à Virginia Woolf et à une voix qui s'ouvre à ce moment-là, voix VOIE, voix VOIX, qui est la voix d'un soi. Alors, c'est pas la première fois. Jean-Jacques Rousseau, dans les Confessions, c'est ce qu'il a fait.
Et il dit qu'il est le premier à le faire. Lui, c'est tellement fanfaron et comme il est, quoi. C'est adorable. Il est certainement pas le premier à le faire parce qu'il n'y a jamais de premier en littérature. Et tout ce qui est moderne a toujours déjà été fait dans l'Antiquité. Et Virginia Woolf est la première à le dire. Parce qu'autant elle entre en révolution littéraire contre les Édouardiens, c'est-à-dire les prédécesseurs immédiats, en fait, contre son père. Mais alors, c'est pour aller vers qui? C'est pour aller vers l'avenir, être complètement curieuse de ce qui va se passer après, mais en lisant Sophocle, en lisant Eschyle, en lisant Shakespeare, en disant c'est là qu'est la modernité. Donc, je ne dis pas que sont les premiers à le faire, mais elle, ce qu'elle théorise, c'est ce moment qui est en lien avec un passage historique extrêmement tendu et difficile, où l'écrivain vacillant, en haut de sa tour, qui penche, se dit... Voilà, je me regarde moi-même et je tente un état des lieux. Donc ça, on peut avoir l'impression que ça va contre ce mouvement d'abstraction, puisque on va être au cœur d'une problématique narrative, qui est je, qui suis-je, où vais-je, etc. Mais ce qui est passionnant dans le travail de Woolf, c'est que justement cette forme de regard introspectif est complètement... mêlée de ce qu'elle appelle sa vision. Elle travaille dans Le voyage au phare, il y a ce personnage de peintre, Lily Briscoe, qui parle de sa vision. Elle veut faire un tableau et elle parle de la vision qu'elle a. Et souvent, Woolf, décrivant son travail dans son journal, dit « J'attends ma vision, j'ai eu ma vision ». Donc elle travaille à partir de soi, à partir du moi, assumant complètement le je, mais en le mêlant complètement à l'abstraction des éléments, les couleurs, les mots, et les mots auxquels elle fait subir ce que font subir les inventeurs de la bombe atomique, c'est-à-dire c'est la fission nucléaire, puisque en littérature, le mot c'est l'atome. Elle fait exploser cet atome-là. C'est quand elle met le crocus avec l'allumette. Et pour finir, et pour introduire la dernière lecture de Baptiste, j'aimerais juste terminer sur, si on peut toutefois terminer, sur Mrs. Dalloway et son système d'emboîtement. Donc je vous ai parlé de Clarissa Dalloway qui va acheter les fleurs elle-même, qui revoit son amour de jeunesse, qui prépare sa réception, et la réception a lieu. C'est le récit du roman. Ça commence ainsi et ça se clôt comme ça. Et puis à l'intérieur de ce roman, comme je l'ai dit, est encapsulé une sorte d'autre roman complètement différent, avec une autre classe sociale. C'est un jeune couple, Résia et Septimus, et qui sont des gens de la classe ouvrière, et lui revient de la guerre. Et il est très angoissé, il a des visions, il est fou, et il va se suicider dans le courant du roman. Et le seul moment où les deux intrigues se rencontrent, si on peut dire, c'est le moment où Clarissa entend parler. Elle entend parler qu'il paraît qu'il y a un jeune homme qui s'est suicidé, et elle se dit ça gâche un peu ma soirée. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est pas du tout. C'est le premier comme ça. On a l'impression que c'est le propos d'une mondaine, et en fait, au lieu d'en rester là, elle a une sorte d'éclaircissement, et elle se dit non. En fait, je remercie ce jeune homme d'être mort, de s'être tué, parce que sa mort permet que moi je vive, et que moi je vive toute cette merveilleuse chose qu'il y a à vivre. Et alors ça paraît être une réflexion d'un égocentrisme ou d'une cruauté extravagante, et c'est pas du tout le cas, parce que c'est comme si c'était pris dans une forme de comptabilité qui la dépasse, comme une acceptation. Il y en a qui tombent, il y en a qui se dressent, et c'est comme ça, et c'est un mouvement incessant. Et moi, la première fois que j'ai lu Mrs. Dalloway, et que j'ai été confrontée à cette comptabilité étrange, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au fait que Virginia Woolf avait
a vécu une série de deuils épouvantables. Sa mère est morte quand elle avait 13 ans. Quelque temps après, sa sœur aînée, qui lui avait servi de mère de substitution et qui était son adorée, est morte. Et ensuite, son frère préféré est mort. Tout ça en une dizaine d'années. Et ce qui est troublant quand on lit son journal, il y a un passage extraordinaire dans ça, c'est dans sa correspondance où ils sont partis en voyage, Toby, son frère préféré, donc là il y a déjà la mère qui est morte, la grande sœur, et là elle est partie en voyage en Grèce, je crois, avec Toby et Violette Dickinson, qui est une amie. Et ils rentrent de voyage, Toby meurt de... comment ça s'appelle ? Du typhus. Il meurt du typhus. Violette Dickinson a le typhus. Elles n'habitent pas dans le même coin, elles sont séparées. Alors que Toby est mort, et que Virginia Woolf, donc qui pleure son frère, il est mort le jour même, elle apprend que Violette a le typhus. Elle écrit à Violette pour lui dire Toby va beaucoup mieux, il a retrouvé ses moyens, et donc c'est une lettre pour que son amie puisse continuer à vivre. Et elle est capable à ce moment-là de faire complètement taire sa douleur et de proposer cette rêverie à son amie, qui survit d'ailleurs. Il est possible, il y avait cette possibilité-là, il est mort, mais il y avait l'autre possibilité, qui est, allez, disons qu'il est toujours en vie là, pour 5 minutes, pendant que je t'écris. Donc cette espèce de marché, comme si c'est ce que j'ai appelé une comptabilité entre les morts et les vivants, et pour moi, le seul moyen qu'elle a pu avoir de supporter d'être encore en vie après toutes ces morts, en se disant, c'est comme une statistique, voilà. Eux, ils sont plus là, mais peut-être que ça voulait dire que ceux-là devaient vivre et ceux-là non, et c'est exactement ce qui est en jeu dans le roman Mrs. Dalloway, c'est-à-dire cette idée que pour qu'elle vive et pour que le temps puisse se déployer comme ça, certains tombent. Alors ça a l'air d'être une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de tarte à la crème de la psychologie du deuil, mais c'est, moi, à vrai dire, c'est pas le ressort psychologique qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fabrique une certaine littérature, comment ça fabrique une certaine forme de binarité, parce qu'on est très souvent justement dans lumière, ombre, mort, vie, et il y a cette façon qu'elle a de faire surgir, en fait, de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai rapproché les deux choses, que j'ai voulu rapprocher les deux choses dans mon exposé, c'est que de la même manière qu'elle décide d'utiliser l'abstraction en littérature, ce qui paraît complètement impossible, elle, donc en cassant des frontières qui n'avaient jamais été brisées, elle décide aussi de briser cette frontière entre le vivant et le mort. Alors, il se trouve que c'est, à mon avis, pour des raisons d'économie psychique, mais en tout cas, littérairement, ce qu'on constate, c'est que y a ces équilibres-là, ces jeux d'équilibre, qui se manifestent aussi, par exemple, dans Le Voyage au phare. Toujours, on a la première partie qui dure une journée, mais ça se déploie sur 150 pages. Et puis, la deuxième partie, c'est plusieurs années, mais en 12 pages. Et on apprend la mort des personnages auxquels on s'est complètement attaché dans les 150 premières pages, dans une parenthèse, en particulier la Mrs. Ramsay, qui est la mère adorée, qui est un personnage absolument solaire, sublime. On apprend qu'elle est morte, je n'ai jamais vu ça ailleurs. La phrase, c'est « Mr. Ramsay tendit les bras pour enlacer sa femme », entre parenthèses, mais Mrs. Ramsay étant morte quelque temps plus tôt, il ne trouva rien. Mais quand on est lecteur, on l'apprend, mais c'est atroce. Et on a envie de dire, enfin, vous m'avez pas... On ne savait même pas qu'elle était morte, elle meurt dans une parenthèse au participe présent. Même pas un verbe conjugué, rien, paf. Et cette façon qu'a Virginia, comme ça, à Woolf, de dégager les personnages, et ces petits Smith meurt, il meurt, très bien, ça a un peu gâché ma soirée. Bon, c'est en fait des façons comme ça de travailler le mort et le vivant
comme le sens et le non-sens, comme la lumière et l'ombre, comme le figuratif et l'abstrait. Et donc ce jeu de fantômes, mais qui est un jeu joyeux de fantômes, un jeu de résistance, il est complètement à l'œuvre dans la maison hantée que va nous lire maintenant Baptiste, et ce sera la fin de cette rencontre. Voilà, Baptiste. Quelle que fût l'heure à laquelle on se réveillait, on entendait une porte se fermer. De chambre en chambre, main dans la main, ils allaient, soulevant ceci, ouvrant cela, pour en avoir le cœur net. Un couple de fantômes. « C'est ici que nous l'avons laissé, disait-elle. Et il ajoutait, « Oh, mais ici aussi. »« Il est en haut, murmurait-elle. Et dans le jardin, chuchotait-il. Doucement, disait-il, nous allons les réveiller. Mais vous ne risquiez pas de nous réveiller. Oh non, ils le cherchent. Ils sont en train de tirer le rideau, nous disions-nous parfois, avant de nous remettre à lire une page ou deux. Ça y est, ils l'ont trouvé. Nous en étions certains, et le crayon restait suspendu au-dessus de la marge. Puis, fatigués de lire, nous nous levions, peut-être pour aller voir par nous-mêmes la maison parfaitement vide, les portes restées ouvertes avec seulement, venant de la ferme, le roucoulement des ramiers qui laissaient déborder leur joie et le bourdonnement de la batteuse. Pourquoi suis-je entré ici? Qu'est-ce que j'y cherchais? J'avais les mains vides. Peut-être est-ce en haut alors? Les pommes étaient au grenier. Et je redescendais vers le jardin, toujours silencieux. Seul le livre avait glissé dans l'herbe. Mais il l'avait trouvé dans le salon. N'allez pas penser qu'il nous arrivait de les voir. Dans les fenêtres, c'étaient les pommes qui se reflétaient, et les roses. Toutes les feuilles étaient vertes dans ce reflet. S'il se déplaçait dans le salon, seule la pomme montrait sa face jaune. Cependant, l'instant d'après, si la porte s'ouvrait, étalé sur le sol, accroché au mur, suspendu au plafond, qu'est-ce que c'était? J'avais les mains vides. L'ombre d'une grive passait vivement sur le tapis. Du plus profond du silence, le chant du ramier s'exhalait. Sauvez, sauvez, sauvez. Le cœur de la maison battait doucement. Le trésor enfoui. La chambre, le cœur s'arrêtait net. Oh, était-ce là le trésor enfoui? Un peu plus tard, la lumière avait baissé. Dehors, dans le jardin, alors. Mais les arbres tissaient un réseau d'ombre aux rayons du soleil égaré. Si beau, si rare, froidement enfoui sous la surface, le rayon que je cherchais brûlait toujours derrière la vitre. La mort était la vitre. La mort était entre nous. Venu d'abord prendre l'épouse, il y a de cela des centaines d'années, quittant la maison, fermant toutes les fenêtres, plongeant les pièces dans l'obscurité. Il partit, l'abandonna, s'en alla vers le nord, s'en alla vers l'est, vit les étoiles inversées du ciel austral, chercha la maison, la trouva nichée au pied des downs. Sauvé, sauvé, sauvé! Le cœur de la maison battait joyeusement. Le trésor est à vous. Le vent s'engouffre dans l'avenue en mugissant. Les arbres s'inclinent et penchent de tous côtés. Les rayons de lune éclaboussent la nuit et se mêlent furieusement à la pluie. Mais la lampe à la fenêtre laisse tomber un rayon de lumière. La bougie brûle, droite et immuable. Errant dans la maison, ouvrant les fenêtres, chuchotant qu'il ne faut pas nous réveiller, le couple de fantômes est à la recherche de sa joie. C'est ici que nous dormions, dit-elle. Et il ajoute, oh, des baisers, plus que nous n'en pouvions compter. Nous nous éveillions au matin.
Des reflets d'argent entre les arbres, à l'étage, dans le jardin, quand venait l'été, la neige en hiver. Au loin, les portes se ferment, avec le bruit sourd d'un cœur qui bat. Il s'approche, s'arrête à la porte. Le vent retombe, la pluie roule en gouttes argentées le long de la vitre. Nos regards s'assombrissent. Nous n'entendons aucun pas près de nous. Nous ne voyons aucune dame déployer le manteau qui protégerait son fantôme, ses mains autour de la lanterne. « Regarde, souffle-t-il, ils ont l'air de dormir, l'amour aux lèvres. » Penchés sur nous, à la lumière de leurs lampes d'argent, ils nous regardent longuement, intensément. Longuement, ils s'attardent. Le vent souffle avec force, la flamme vacille légèrement. Des rayons de lune errent sur le plancher et le mur, éclairent au passage leurs visages inclinés. Des visages pensifs, des visages qui scrutent ceux des dormeurs, quêtant leur joie secrète. Sauvé, 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 le cœur de la maison bat fièrement. De longues années, soupire-t-il. Tu m'as retrouvé. Ici, murmure-t-elle, endormie, lisant dans le jardin, riant, faisant rouler les pommes dans le grenier. C'est ici que nous avons laissé notre trésor. Penchés sur nous, leur lumière entr'ouvre mes paupières. Sauvé, sauvé, sauvé! Le cœur de la maison bat violemment. En m'éveillant, je m'écrie « Oh, est-ce là votre trésor enfoui? Cette lumière au cœur ?»